Non, n'en faites pas trop non plus. Hein. Attendez que ce soit passé. Donc, je suis sommelier à la base. J'ai été meilleur sommelier de Belgique il y a extrêmement longtemps. Enfin, vu l'âge moyen de la population, vous avez connu ça aussi. Donc, c'était au siècle précédent, hein, que les choses soient claires. J'ai aussi été meilleur maître d'hôtel de Belgique. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à le croire, mais c'est vrai. Et puis j'ai dévié. J'ai une carrière tout à fait classique dans la grande restauration. Et j'ai développé toute une série de trucs. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que j'ai créé des spectacles qui traitent d'abord du vin, puis de la bière. Et puis petit à petit, je suis arrivé à me poser des questions à propos de ce que nous mangeons et la façon dont nous mangeons et la façon dont nous l'appréhendons. Alors je ne suis pas certain de détenir la vérité, parce que je pense que la vérité est polymorphe. Elle n'est pas faite pour être unique. On a chacun sa vérité. Et là, je viens de créer un spectacle qui s'appelle Le goût du blanc. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de contrepétrie parmi vous, mais je vous laisse réfléchir. Voilà. Donc il y en a quelques-uns. Les autres se demandent ce que j'ai fait. Et je trouve qu'il est important de mettre du rire. Alors, pas du rire, je ne suis pas Kev Adams, moi j'aime bien le rire où on réfléchit. Voilà, ça va être compliqué ce soir. Hein. Et donc, j'aime le rire qui fait réfléchir parce que je pense que je ne sais pas si vous savez qui est Rhys, qui est le rédac-chef de Charlie Hebdo. Rhys, suite à la réduction de personnel qu'ils ont connue il y a quelques années, qui était une réduction halal, ils ont a écrit un édito. Lorsqu'on a commémoré le 2e anniversaire, je pense, où il expliquait que l'humour n'était pas destiné à faire rire, mais l'humour est destiné à faire bouger les lignes. Alors moi, je ne suis pas humoriste, je suis sommelier, mais avec le temps, je trouve que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Je n'arrive pas à être juste chiant, j'aime bien être chiant et un peu con aussi, parce que par le rire, on fait passer énormément de choses. Et en matière de nourriture, on est arrivé à une époque qui est extrêmement étrange. Moi, je viens d'une famille où la bouffe est importante. Mes grands-parents avaient déjà un restaurant juste après la guerre. Ils ont ouvert un truc à Charleroi qui s'appelait Luxembourg. Et ça commence déjà mal. C'est là qu'un destin est fixé. C'est pas tellement Charleroi quand on est à Liège. Voilà. Et c'est vrai que Charleroi n'a jamais été champion, mais nous, on s'est limité à une chaudière. Voilà. Pas d'hélicoptère, pas de rodateur, pas de Stéphane, rien. Et donc, je disais, ils avaient ouvert ça, alors que s'ils avaient ouvert le Charleroi à Luxembourg, je serais riche. Donc la nourriture chez nous est une forme de religion, un métier en tout cas. Et mes parents, mon frère, ma nièce, mes neveux, enfin tout le monde est dans la restauration. Et moi, j'en suis sorti puisque je me suis mis à développer des spectacles. Je fais plein de choses autour de la nourriture, encore et toujours. J'écris aussi pour un magazine. Alors, je viens de recevoir le CIM, donc vous êtes dans la tranche. C'est 65+. Ça s'appelle Moustique. Alors, j'ai vu qu'il y en avait moins de 65 ans. Je ne sais pas ce que vous foutez là. Vous vous êtes trompé parce que la soirée pour les jeunes, c'est l'autre porte. Hein. C'est un truc. Vous pouvez rester, c'est pas un problème, mais c'est l'autre porte. Donc j'ai publié des livres aussi, ils sont en vente à la sortie. Je compte sur vous pour en acheter quelques-uns parce que je dois faire des cadeaux pour Noël. Donc tout ça pour revenir sur l'idée de la nourriture et à travers ces spectacles, à travers le goût du blanc notamment, j'arrive moi à découvrir quelque chose, c'est que nous sommes dans une époque où on n'a jamais eu autant le choix. On n'a jamais eu autant d'informations à propos de la bouffe et on n'a jamais été aussi peu capable de faire à manger. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Belgique, aujourd'hui, on considère que 20% des ménages, c'est pas 20% des Belges, hein, c'est beaucoup plus 20% des ménages, ne font plus à manger tous les jours. Et dans ces 20% des ménages, on considère qu'il y en a presque 10% qui ne font plus jamais à manger. Ils achètent la bouffe toute faite. Et ça, c'est un truc qui est extraordinaire, parce que quand on achète sa bouffe toute faite, le prétexte le plus évident, c'est facile. La facilité n'a jamais fait grandir personne, on est d'accord ? Et
on se dit c'est facile, c'est tranquille, il n'a qu'à mettre dans le micro-ondes. Vous savez que ça a des conséquences dingues. On n'a jamais eu autant d'infos. Moi, j'appelle ça la Jean-Pierre Pernaudisation. Vous vous souvenez de Jean-Pierre Pernaud ? Voilà, Jean-Pierre Pernaud, dans le journal de 13h, Jean-Pierre Pernaud montrait le dernier sabotier de Lozère. Vous aviez un type de 93 ans qui avait perdu un œil à cause des éclats de bois, à qui il restait 3 doigts à une main, un type qui parlait avec un accent qu'il fallait sous-titrer, et tout le monde regarde le journal de 13h avant la sieste. On a beaucoup perdu quand on a perdu d'Éric, mais enfin c'est une autre histoire. Et donc, le gars regarde le journal de 13h et se dit « Oh, ce sabotier, quel savoir-faire! C'est le dernier !» Et quand il sera mort, il n'y aura plus de sabotier en Lozère. Et qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, on va être obligé d'acheter des poupées sur Shein. Et donc, mais pourquoi est-ce que c'est le dernier sabotier de Lozère? Parce que personne n'a pensé à porter des sabots. Vous voyez? Plus personne met des sabots. Hein. Je veux dire, moi j'ai encore connu l'époque des sabots suédois, mais c'était les derniers qu'on a... à Binche, à la limite. Mais c'est juste quelques jours par an, quoi. Donc, on a la même chose avec la bouffe. Il n'y a jamais eu autant d'émissions de bouffe à la télé que maintenant. Si vous analysez, c'est hallucinant. Vous avez Etcheberg, vous avez Touche-moi le chef, remets-moi un chef, chipote-moi le chef, Top Chef. Si vous pensez que Top Chef, c'est de la cuisine, vous êtes perdant. Hein. Top Chef, c'est un spectacle extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. À l'aube de l'an 2000, on avait des jeux à la télé avec des gens qui étaient éminemment cultivés, voire intelligents, et tu regardais dans ton fauteuil et tu disais « Waouh, ça je ne le savais pas ». Et après l'an 2000, on a changé. On nous a mis des gens avec des demi-cerveaux, avec des QI négatifs. Vous voyez, ils font le 0 avant la virgule. Et on nous a édifié ça comme nouvelle star. Alors j'adore parler comme un vieux, mais je parle qu'à des vieux de toute façon, donc c'est tranquille. Mais on nous a mis des gens qu'on peut mépriser. Ça nous rassure de voir 12 débiles sur une plage, entre tatouages et seins en silicone, en train de courir dans l'eau et de crever pour bouffer. Top Chef. Top Chef, c'est un casting. Les gars sont castés. Donc il nous faut toutes les caractéristiques de la population, ce que vous aimez regarder. Donc il en faut plus ou moins toutes les couleurs. On va quand même éviter les noirs parce qu'il ne faut pas déconner. On va mettre 1 ou 2 femmes, pas trop, parce qu'elles pourraient gagner, ces connes. Donc il nous en faut un qui est un handicap visible, pas juste être cuisinier, qui est déjà une forme de handicap, mais on peut aller plus loin. Il nous faut du tatoué, il nous faut etc., etc. Et je le dis en riant parce que je pense que c'est la seule solution, parce que le rire, c'est l'argument du désespoir. Hein, mais Top Chef, c'est pas de la cuisine, c'est une compétition. Depuis quand faire à bouffer, c'est une compétition. Vous faites à manger, enfin j'espère pour vous, vous faites à manger, vous vous nourrissez. C'est un acte fondamental. On ne vit pas longtemps quand on arrête de manger. Celui qui a tenu le plus longtemps, c'est Bobby Sands, je ne sais pas si vous vous souvenez, un prisonnier politique irlandais qui a fait une grève de la faim, mais on pense qu'il a triché. Il est mort au bout d'une centaine de jours, donc moi déjà 24 heures sans bouffer, ça ne m'est jamais arrivé, hein, que les choses soient bien claires, mais on est censé manger tous les jours. On n'est pas censé vivre pour manger, on est censé manger pour vivre. Et ce n'est pas une compétition. Quand on arrive à faire des compétitions avec tout, là, il vient d'y avoir le championnat du monde du pâté en croûte. On a eu le championnat du monde du boudin noir. On attend avec impatience le boudin blanc. Vous vous rendez compte, on fait des compètes avec tout. Alors l'humain, ok, il a toujours besoin de savoir qui pisse le plus loin, qu'il soit mâle ou femelle. Hein. Au niveau conneries, on n'est pas épargné, c'est pas limité à un genre. Mais faire des compètes avec de la bouffe, sur quels critères ? Là, on vient d'avoir les guides qui viennent de sortir. Là, Goemio vient de sortir. On a déjà oublié, hein, c'était il y a 3 jours. Vous savez à qui ça fait plaisir? Aux cuisiniers. Ils ont l'impression d'avoir leur bulletin. C'est un peu l'école des fans. Hein. Goemio, il y a 17 qui gagnent.
La plus belle terrasse exposée au sud-est, la plus belle terrasse exposée au sud-ouest, la plus belle terrasse exposée au nord, etc., etc. Ça signifie rien. Le nombre d'exemplaires vendus est proche du néant. C'est que du business, ça fait plaisir à un microcosme. Mais la compétition dans la nourriture, où c'est qu'on en est, quoi? La nourriture est devenue quelque chose de même politique. Alors heureusement en Belgique, on échappe à ça. Déjà la politique chez nous, c'est pas de la nourriture, c'est un spectacle. Et encore plutôt pas bon. Donc là, on va vivre 50 jours intenses, là, qui vont venir à partir d'aujourd'hui, 50 jours avant d'être repartir pour 50 jours de plus. Et donc, en France, la presse de gauche parisienne, Libé, Le Monde, considère que s'intéresser à la nourriture du terroir, c'est être d'extrême droite. Moi, je pense que s'intéresser à la nourriture du terroir, ce qu'on appelle la nourriture du terroir, c'est s'intéresser à la nourriture du terroir. Point barre. Manger du jambon d'Ardenne, c'est pas forcément politique. C'est une forme de réflexion, mais elle n'est pas forcément politique. Vous n'allez pas vous faire cambrioler par des gens qui ne mangent que de la viande halal parce que vous mangez du jambon d'Ardenne. Vous me direz, les frères d'Ardenne, non, ça n'a rien à voir. Ça peut être chiant. Mais où est-ce qu'on va chercher que la bouffe est politique? On est censé être curieux quand on est adulte, et même quand on est enfant, si on est bien élevé. On est censé avoir l'esprit ouvert. On est arrivé dans une période de l'humanité, ou en tout cas de notre civilisation, dans cette partie-ci du monde, et on va se limiter à ça. Mais on parlait tout à l'heure, avant de commencer, de ce qui se passe aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. En architecture, c'est un concept assez incroyable. On fait des maisons sans cuisine, avec un espace à côté de la buanderie où on met un micro-ondes. Il n'y a plus de possibilité de cuisiner. Parce que dans des villes comme New York, par exemple, enfin là, il y a moins de population depuis un jour ou deux, mais à New York, il y a plein de gens qui ne cuisinent pas. Ils se nourrissent dans des food trucks. Le food truck qui est à la cuisine, ce que Top Chef est à la cuisine. Hein. C'est le food truck, c'est juste un truc pour se nourrir, mais c'est pas pour manger. On va pas prendre du plaisir à bouffer dans un food truck, à bouffer avec tes doigts, un truc plus ou moins chaud, et tu vas te tâcher. Donc il faut avoir la lessiveuse pas loin du micro-ondes, c'est important. Vous vous rendez compte, on fait des espaces où on ne peut pas cuisiner. Or, en ethnologie, un des premiers critères pour déterminer ce qu'est une civilisation, c'est enterrer ses morts et c'est manger ensemble. Alors, on enterre de moins en moins les morts, on a tendance à les lyophiliser. Sachez juste, puisque vous êtes quand même dans une catégorie concernée, que ça pollue 4 fois plus de se faire lyophiliser que de se faire enterrer. Et en plus, se faire enterrer, c'est quand même la dernière occasion que vous aurez d'avoir un verre dans le nez. Donc, ça demande une certaine réflexion. Mais ça vaut la peine. Et manger ensemble, se retrouver, se rassembler, parler. Déjà avec la télé, c'est pas facile. Parce qu'il y en a toujours un plus vieux que les autres qui engueule le journaliste. C'est tous des conneries, etc., etc., etc. Et puis vous avez les gens qui arrivent à des heures différentes, en mangeant des choses différentes. Et c'est là qu'on en arrive à plus cuisiner. Alors beaucoup de gens disent, moi dans ce spectacle, j'aborde le sujet un peu plus violemment qu'ici, et j'ai souvent des gens qui me disent, oui mais bon, il y en a un qui aime pas ça et l'autre qui aime pas ça. Il y a un moment, il faut arrêter la démocratie. Sinon, si tu fais de la démocratie comme ça, tu fais un restaurant. Tu manges à la carte, chacun mange son plat et range sa vaisselle dans le lave-vaisselle. Je suis certain que parmi vous, il y en a qui rangent leur vaisselle dans l'évier, qui se trouve au-dessus du lave-vaisselle. Alors qu'il suffirait d'ouvrir la porte du lave-vaisselle. Oui, c'est trop compliqué. Voilà, madame rit, donc monsieur visiblement fait la même chose. Et, oui, c'est ça, je t'ai vu. Et c'était pas la peine de faire un geste, c'est bien à toi que je pensais. Et donc,
Est-ce que tu mets ton verre à marée dessous dans l'évier aussi ou pas? Ah non, ici c'est de la Curtius, pardon. Et donc on en est à ça. On est arrivé à un moment où on abandonne. Je parle de choisir. Choisir, c'est forcément renoncer, mais choisir, c'est poser un acte. On n'a jamais autant parlé de cuisine, de proximité, de durabilité. Il y a une campagne européenne énorme pour l'instant sur la durabilité. Mais comment tu peux être durable à partir du moment où tu acceptes de bouffer de la bouffe industrielle? Il y a un exemple que j'adore. Quand vous achetez un vibromasseur en communauté européenne, donc pour ceux qui ne voient pas vraiment ce que c'est un truc qui vous permet d'avoir du plaisir solitaire sans dépendre de personne, à condition qu'il soit bien branché. Et donc, quand vous achetez un vibromasseur en communauté européenne, tous les plastiques qui servent à son élaboration ont été testés et approuvés. Ils ont le petit logo CE. Lorsque vous achetez une pizza industrielle congelée, premier prix, que ce soit chez Aldi ou chez Deleuze, ça ne change rien. Pour voir les ingrédients, il faut déjà de bons yeux. Imaginez que vous ayez fait une photo, que vous l'ayez agrandie, vous avez l'impression de lire un itinéraire sur Waze. Vous êtes à E64, E411, E421. Pour savoir ce que ça signifie, il faudrait aller chercher sur Internet et traduire ce que ça veut dire. Personne ne le fait. Or, la pizza industrielle que vous achetez pour les enfants, pour la babysitter ou pour vous, vous la mettez beaucoup plus profondément dans votre corps que le vibromasseur et beaucoup plus longtemps pour nettement moins de plaisir. Et ça ne pose aucun problème à personne. Quand vous achetez des chicken nuggets pour vos gosses, lequel des deux achète les chicken nuggets pour les enfants? C'est toi ou c'est lui? C'est lui. La pizza, c'est lui. Tu peux changer de mec. Il n'y a aucun souci. Normalement, tu reçois de l'argent. Et donc, quand vous achetez des chicken nuggets, est-ce que vous avez déjà réfléchi à la façon dont c'est fait? Si vous aviez réfléchi, vous n'en auriez pas acheté. Mais on se dit qu'il faut préserver l'avenir et qu'il faut travailler pour que la planète soit meilleure. Et vous acceptez de bouffer de la merde sans aucun problème. Et je ne vais pas le faire comme Jean-Pierre Coff, parce qu'il a fini par vendre des confitures chez Leader Price, qui étaient vraiment de la merde. Mais il en est mort. Et donc, quand vous achetez du jambon pré-tranché, est-ce que vous avez déjà réfléchi, quand vous poussez votre caddie et que vous prenez un paquet de 6 tranches de jambon pré-tranché, en prenant un paquet de 6 tranches de jambon pré-tranché emballé sous plastique, sous atmosphère neutre, vous polluez plus qu'un diesel Euro 4 SUV sur 100 km d'autoroute. Pose de problème à personne, parce que les chicons, pour faire des chicons gratins, je les achète chez mon voisin. Il fait du chicon pleine terre, mais je prends du jambon pré-tranché qui est fait avec, dans une tranche, vous pouvez avoir l'ADN de 12 porcs différents. Au moins, c'est du porc. Et on peut aller loin comme ça, on peut continuer à chercher. Par exemple, on a des statistiques extrêmement précises. En Wallonie, il existe un truc qui s'appelle l'Observatoire de la consommation, qui est un truc qui a été créé par l'APAC-W, qui est l'agence pour la promotion d'une agriculture de qualité en Wallonie. Et cet observatoire sait que, par exemple, la consommation de viande ne diminue pas. On est à 4% de la population qui ne mange pas de viande du tout, et qui bouffe des succès d'année, etc. Prenons ces 4% et je ne les critique pas. Que les choses soient claires dès le départ, on a tous le droit d'avoir des problèmes psychiatriques. Et donc, non, ça c'était une belle blague, mais je l'aime bien. Et donc, je ne les critique pas, chacun son truc, c'est un choix. Ce qui est emmerdant, c'est le prosélytisme, mais ça c'est le problème de tout le monde. Ces 4% sont les idiots utiles de l'agro-industrie. Là-dedans, il y a les gens qui sont vraiment persuadés et qui font des choses très claires et qui font à bouffer eux-mêmes. Quand vous achetez des burgers véganes dans une grande surface, essayez de comprendre que le pois chiche et la lentille, ça ne tient pas ensemble naturellement. Et quand vous achetez un burger vegan goût chorizo, posez-vous une question, est-ce que ça va vraiment bien dans votre tête?
Achète un burger vegan, ça ne me pose pas de problème. Mais si tu as besoin qu'il y ait le goût chorizo, sache que pour y arriver, on a utilisé que de la chimie. L'agro-industrie, la grande agro-industrie, est un truc, alors je ne vais pas vous parler du grand Satan, etc. Mais il faut savoir que, par exemple, une entreprise comme Kraft Jacobs Suchard, ça vous dit peut-être quelque chose, ils font un peu de chocolat et un peu de trucs qu'ils appellent du fromage, mais qui n'a rien à voir avec du fromage, on est bien d'accord, a été rachetée par une entreprise qui s'appelle Philip Morris. C'est deux homosexuels américains qui se sont mariés, ils ont fait un tabac. Et donc, Philip Morris a racheté Kraft Jacobs Suchard, ils ont changé le nom de la boîte et ils utilisent exactement la même tactique qu'ils ont utilisée avec les cigarettes dans les années 70-80. Peu d'entre nous s'en souviennent parce qu'on a tendance à oublier. Dans les années 80, il y a un exemple assez marquant, l'Olympique de Marseille, un club de foot qui a été dirigé par un Belge à une époque, entraîné par un Belge, l'équipe était sponsorisée par Gauloise. Il rentrait sur le terrain avec une clope au bec et un paquet de cigarettes en main. Vu d'aujourd'hui, ça paraît intolérable, hein. C'est un truc impossible. Tu vas parler de ça à un jeune qui fait, je sais pas moi, Sciences Po, avec son drapeau rouge, blanc, noir, etc. sur les épaules, il te caillasse les gens qui rentrent pour parler de la mort de Jean Gaulle. Et donc, quand on voit Joe Wilfried Tsonga, joueur de tennis, faire la pub pour Kinder Bueno, dans 30 ans, qu'est-ce qu'on fera? On interdira le Kinder Bueno dans les lieux publics à moins de 10 mètres de la sortie d'une école? Et certains diront, c'est ma liberté, je fais qu'est-ce que je veux. Donner des Kinder Bueno à ces gosses, mais autant pas faire d'enfants. Dans les Kinder Surprise, il faut manger la surprise. C'est le seul truc dont on sache la composition. Mais je le fais sous l'angle de la rigolade, mais c'est tout à fait sérieux. On est dans un truc de fou. J'habite donc dans une petite commune privilégiée du sud de Bruxelles. Je ne suis pas bruxellois, hein, il faudrait quand même pas non plus passer dans l'insulte. Et dans ma rue, au bout de ma rue, il y a un truc qui s'appelle au tacos. Le tacos à la française. Déjà au tacos. Ça commence mal. Le tacos à la française. Ça continue vachement mal. Et le soir, dans ce tacos, il n'y a pas beaucoup de gens à l'intérieur. Il y a quelques enfants qui sont privés enfin, ils sont en anosmie, ils n'ont aucune capacité à sentir quoi que ce soit parce que tu rentres pas dans un truc comme ça en fin de journée. Déjà, en début de journée, ça pue, mais en fin de journée, tu as l'impression d'être dans un casier de gymnastique où tu as oublié tes baskets pendant tout l'été. Tu vois, ça sent le chien mort, rance. Et autour de ça, il y a plein de gars avec des vélos, des motos, voire certaines voitures. Ces gens sont généralement, ils ont des papiers parfois, ils sont précaires, ça c'est sûr, ils sont payés à l'heure, au rendement, et ils vont apporter de la bouffe chez des jeunes. Les gens de notre âge ne bouffent pas du haut tacos, parce que sinon tu dors pas. Voir déjà qu'il te faut une semaine pour le manger. Le haut tacos, le plat principal, tu as l'impression que c'est une éponge qui a été enroulée dans du gras, enrobée de fromage fondu, de sucre, avec une deuxième couche de gras. Et quand tu le manges, tu regrettes qu'il n'y ait pas l'éponge au milieu. Et nos gosses, nos jeunes, bouffent ces trucs-là. On peut se poser quand même des sacrées questions sur l'éducation qu'on leur a donnée d'un point de vue social, équité. Parce que c'est des mots que tout le monde a à la bouche. Mais tu vas bouffer de la bouffe de merde, portée chez toi par un gars qui est payé quelques euros de l'heure, et ça te pose aucun souci. Mais qu'est-ce qu'on a merdé? Il y a un discours ambiant au niveau de la nourriture. Enfin, je veux dire, moi, je suis très concerné par ça, parce que ça fait partie de mon boulot. Je travaille comme consultant pour la PACW, notamment à propos du vin en Wallonie, des boissons alcoolisées. Hein. Aujourd'hui, il y a un recul des boissons alcoolisées. Alors, tous les gens qui sont pro, comment dirais-je, côté sain de la culture, on dit, oh, magnifique, on boit moins d'alcool. On ne boit pas moins d'alcool. On boit de l'alcool moins cher. Qu'on va acheter au night shop, et on boit à la maison.
Au moins, c'est bien, ils ne s'enroulent pas autour des platanes. C'est déjà pas mal. Mais on rajoute des cachets. La cocaïne, c'est un peu trop has-been, hein. C'est vraiment un truc de vieux dans notre genre. Et encore, il y a de moins de gens dans la publicité, donc on a quand même beaucoup perdu du marché. Mais ils boivent pas moins, ils boivent autrement. Les statistiques sont claires. Le vin se casse la gueule. Se casse la gueule que, les stats sont assez imprécises. Le vin va pas bien, ça c'est sûr. Alors on nous dit les jeunes ne boivent plus de vin. Les jeunes n'ont jamais bu de vin. On boit du vin à l'époque du premier enfant. À partir du moment où on sait que sa vie est foutue, on picole. Tu fais un gosse, tu sais que tu vas plus sortir. Autant boire pour oublier. Tu dois attendre au moins, maintenant il faut attendre 30-35 ans pour qu'il quitte la maison. Donc fais des réserves. Je disais, je suis concerné par le truc. Moi j'ai plein de copains éleveurs. Alors, vous savez, il y a un truc qui s'est passé extraordinaire pendant le confinement. Première année du confinement, les achats à la ferme ont augmenté de 35%. Tous les magasins de proximité, etc., 35% d'augmentation. Deuxième année du confinement, le deuxième confinement, 35%. Donc c'est pas 70%, c'est 35%. Plus 35%, on est à 72, 74%, je suis pas bon en maths. Libération, libéré, délivré, on n'y retournera plus jamais. Chute des ventes dans les magasins de proximité de 65%. Pourtant, on n'a pas pris plus de fric pendant le confinement. Hein. Je veux dire, les gens qui vous disent c'est beaucoup plus cher, etc., c'est pipeau. On a préféré jouer dans la facilité. C'est beaucoup plus facile de pousser son caddie, de tout mettre dans un seul caddie, que de faire un choix. Aller chez un boucher. Aller acheter des légumes. Chez quelqu'un qui sait d'où viennent les légumes et qui nous en parle. Alors c'est vrai que tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, c'est clair. Il faut déjà pouvoir se déplacer. Regardez à Liège, vous avez attendu combien de temps pour voir un tram? Et aller faire les courses avec le tram, ça va pas être facile. Hein. Déjà, il faudra qu'il soit pas en grève. Ah pardon, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais une dame qui était Wattman. Et donc, qu'est-ce que ça coûte de plus d'acheter de la nourriture de qualité? Au total de l'addition, c'est plus cher. C'est vrai. Mais vous en mangez moins. Parce que ça remplit. Donc, in fine, c'est comme le pain. Il y a des gens qui achètent du pain carré. Vous avez déjà vu le pain Harris? Tu pousses dessus, il revient en place. Il est dans son sac en plastique. Le seul bruit que tu as, c'est l'impression que t'entends le plastique qui chiffonne. C'est le seul truc que tu puisses entendre avec le pain Harris. T'entends pas le goût du bonheur. Quand tu mets du pain Harris dans un toaster, ça sent le vinaigre. Depuis quand est-ce qu'on fout du vinaigre dans le pain? Vous savez pourquoi ça sent le vinaigre? Parce qu'on a mis de l'acide acétique dedans, pour pas qu'il moisisse trop vite. Et quand le petit revient du football, on lui fait des croque-monsieur avec du pain Harris parce que les croûtes ne sont pas trop dures. On lui met du jambon pré-tranché et une tranche de zis. Conseil d'amis, laissez l'aluminium autour du zis. Il y aura au moins quelque chose d'équilibré dans la nourriture. Vous voyez, c'est un truc, c'est la seule option. Et vous preniez du ketchup dans une bouteille en plastique. Le seul intérêt du ketchup dans la bouteille en plastique, c'est le bruit. Pour ceux qui n'ont plus de relations sexuelles, ça vous rappellera le bruit d'une levrette, enfin bref, laissez tomber. Mais c'est dégueulasse, c'est que du sucre. Le sucre, c'est la drogue la plus répandue dans le monde et la plus addictive. Vous avez entendu parler du syndrome Nash? Oui, non? Syndrome Nash, c'est entre 20 et 25 millions, on n'est pas tout à fait précis, de morts chaque année. Bien plus que le confinement. Bien plus, pardon, que le Covid. Oups. J'ai merdé. Il n'y a pas de vaccin contre le syndrome Nash. Le syndrome Nash, c'est la surconsommation de sucre. Et lorsque vous achetez de la nourriture industrielle, vous achetez de la nourriture qui est sursucrée. Toujours. Et donc, vous consommez du sucre. Et nos gamins à qui on donne
des sandwichs avec du zis et du ketchup, à qui on met un Coca Light. Pour accompagner, on les amène à ça. Il y a un autre truc qui est très intéressant à connaître, c'est l'indice Bliss. Vous direz non plus ? Ah, l'indice Bliss, ça c'est vraiment génial. C'est l'indice de satisfaction généré par la consommation de certains produits. On va essayer de calculer ce qu'il y aura comme libération d'endorphines à la consommation de produits. On a vraiment une notion de récompense. Quand vous achetez un burger, vous avez donc la viande hachée, le fromage, le ketchup sucré, les cornichons sucrés, le pain éponge, etc., etc. C'est vaguement chaud, c'est gras. On parle de palatabilité. Ça doit s'écraser en bouche et bien remplir. Ben, on est quota. Eh bien, sur l'échelle de l'indice Bliss, on va essayer d'aller le plus loin possible. Et lorsque l'on nous fait des chips, si vous regardez les chips oven baguette, cuits au four, que l'on a maintenant, vous prenez le goût barbecue, vous regardez la teneur en sucre de ces trucs-là, c'est hallucinant. Mais c'est moins gras. Et donc on les bouffe en toute bonne conscience. Et en fait, le truc qui est dingue, c'est qu'on est complètement encerclé par tous ces produits. On ne peut pratiquement pas y échapper. Et donc, la seule solution, c'est d'essayer de réfléchir. Mais même quand vous essayez de réfléchir, de temps en temps, on a envie d'un petit biscuit, un Léo, histoire de venir à l'appel au galop, etc., etc. On est dans un monde qui est vraiment très étrange. Et puis, on nous parle de traçabilité, d'origine, Je reviens tout le temps avec cette idée de préservation de la planète. On nous a bourré le mou. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont intéressés à la question. On nous a expliqué longtemps qu'il fallait 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de bœuf. Vous connaissez cette statistique ? Ce truc est un indice qui donc s'appelle Water Footprint, qui a été calculé pour des grosses industries agroalimentaires aux États-Unis, essentiellement Coca-Cola. Ce truc de water footprint, en fait, c'est de dire combien faut-il de litres d'eau pour faire une bouteille de Coca-Cola. Oui, il en faut assez peu, puisque le Coca-Cola, c'est de l'eau avec des colorants, des aromatisants, du gaz carbonique, etc., etc., dans une bouteille en plastique. C'est le plus gros producteur de bouteilles en plastique, en PET, donc en plastique, dans le monde. On parle en X bouteilles à la seconde produites, ces bouteilles qui fondent, donc ces continents flottants dans les océans, etc., etc. Il y a un pourcentage de bouteilles recyclées, mais qui est assez faible. Mais nous, on est sauvés en Europe, en Belgique, puisqu'on a le bouchon qui tient maintenant. Et donc, ça change tout, évidemment. Et donc, on s'est donné bonne conscience. Et ce water footprint, on nous a expliqué qu'il fallait 15 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de bœuf. Les études les plus récentes qui ont été menées par Jean Blou, par le CRAUC, donc, qui est le centre régional, je ne sais plus quoi, c'est pas agricole, mais enfin c'est un truc comme ça, de Wallonie, on est à moins de 10 litres au kilo d'eau. Parce que s'il faut 15 000 litres d'eau pour 1 kilo, une vache adulte, c'est 600 kilos. Vous multipliez par 200 pour avoir un élevage moyen en Wallonie, ça fait 200 fois 600 fois 15 000. Au bout de 3 élevages, il n'y a plus d'eau dans la Manche. Si vous multipliez juste par tous les élevages qu'il y a en Belgique, on va à pied jusqu'à New York. Et si vous prenez toutes les vaches du monde réunies, c'est le Kalahari, hein, mais partout. Hein, c'est un truc, il n'y a plus une goutte de flotte. Donc il y a un moment où il faut avoir un regard critique sur ce qu'on nous énonce. Mais tout le monde l'a gobé, ce truc-là. On a pris la ligne, l'hameçon, etc., etc. Si on ne fait pas paître des animaux, des herbivores, dans une prairie, et que l'herbe monte et qu'on ne la ramasse pas pour en faire du foin, elle va pourrir. Et en pourrissant, elle dégage des gaz à effet de serre. Alors oui, les vaches dégagent essentiellement du méthane. Et vous savez que c'est pas en pétant qu'elles le font, c'est en rôtant. Donc maintenant, on est en train de travailler sur des solutions pour que les vaches rôtent moins. C'est une question d'éducation. Il faut leur apprendre à être beaucoup plus poli, à rôter délicatement, etc., etc. Ça change tout. Mais vous vous rendez compte où on en est, c'est que tout le monde l'a cru. Et aujourd'hui, j'ai une belle-fille qui a 18 ans, très bien éduquée, machin, tout ce qu'on veut, qui fait des études supérieures. Elle ne mange plus de viande en morceaux. Parce qu'elle n'aime pas chiquer la viande, elle trouve ça mauvais, elle ne bouffe que de la viande hachée. Vous savez ce qu'on met dans la viande hachée ? Dans la viande hachée que vous achetez
même chez le boucher, parfois, on peut trouver du lait, de la poudre de lait, de l'eau. On peut trouver dans certains burgers que vous achetez de toute bonne foi des fibres de bambou. C'est chouette la fibre de bambou parce que ça se gorge d'eau plusieurs fois de son poids. Vous ne les percevez pas en les mangeant, mais vous avez acheté de l'eau au prix de la viande. Et surtout, là-dedans, vous avez toutes les viandes que vous ne voulez plus manger. Le jarret, la queue, les abats. Ah non, je ne mangerai jamais du foie de veau. Tu l'as, mon gros. Il y a une autre considération au niveau de la nourriture qui est extrêmement intéressante, c'est cette notion d'origine. Notre nourriture de chez nous. On va avoir une appellation à Liège, ça sort là en début de l'année. Le boudin noir de Liège à la Marjolaine va avoir sa propre appellation. C'est un truc de fou, hein. Il n'y a pas vraiment qu'à Liège qu'on fait du boudin noir, mais avec de la Marjolaine sauvage, fraîche, n'a qu'à Liège. Donc les mecs sont parvenus à monter le dossier, à le faire passer, ça marche, c'est bon. Tartorie. Quand vous êtes liégeois, verviétois, vous êtes persuadé que la tartorie, c'est en Crémont. Il n'y a qu'en Tancrémont qu'on sait faire de la tartorie. Tartorie de Tancrémont, si tu parviens à la manger sans te salir, normalement, t'es né à côté. La tartorie, ça n'a rien de chez nous. Il n'y a pas de rizière en Wallonie. Il n'y en a jamais eu. C'est un gars qui s'appelle Lancelot de Casteau. Vous savez où c'est Casteau? C'est à côté de Mons. Lancelot de Casteau a été cuisinier de 3 princes-évêques. Bon, à l'époque, ça défilait. 3 princes-évêques. Lancelot de Casteau est allé en Italie. Il s'est instruit. Et en Italie, il y a des rizières. Et il a ramené d'Italie une recette de riz cuit dans de la crème. Et cette recette, on va la retrouver dans toute l'Europe. En tout cas, dans la bonne partie de l'Europe, la nôtre. Et donc, on va avoir du riz au lait qu'on appelle le riz condé en France. Les Flamands, ils sont persuadés que le rijstpap, c'est flamand. Et il n'y a pas non plus de rizière en Flandre. Il y a des marécages. Et comme l'eau va remonter, enfin bref, non, c'est une autre histoire. La tartorie, c'est juste, on a trouvé un truc de pâte pour foutre du riz au lait dedans. Et on peut prendre ce truc-là dans tout. Dès que vous mettez du poivre sur un steak, vous faites acte de mondialisation. Il n'y a pas de poivrier à Petit Rechin. Il n'y en a jamais eu, et qu'il va falloir encore attendre un tout petit peu de réchauffement climatique pour en avoir. On a planté du thé. En Wallonie, il y a des théiers maintenant. Donc ça peut venir, mais ce n'est pas encore le cas. La nourriture locale, elle n'existe que par des accidents de civilisation, de culture. Il y a un truc que j'adore comme démonstration. Vous voyez, non, l'escavèche, vous ne voyez pas ce que c'est? Vaguement? Escavèche, non, ok, il y en a 3 qui voient, donc je vais parler d'autre chose. Potjesvlees, ça vous dit rien non plus. Vous êtes déjà sorti de Liège? Je veux dire loin, hein, je parle plus loin qu'à Nu, etc., que je veux dire vraiment à l'étranger. Ok. Donc c'est une spécialité que l'on trouve dans le nord de la France, sur la côte, qui se fait avec de la viande, mais qui peut se faire avec du poisson. C'est un poisson en gelée. Et si vous remplacez ce poisson par de la viande, vous avez du poulet. Pourquoi du poulet? Parce que le poulet, c'était l'animal que tout le monde pouvait élever. Et quand une poule cesse de donner, elle sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la bouffe. C'est comme ça qu'on va avoir des plats comme la bouchée à la reine, la poule au riz, enfin tous ces trucs à base de poules bouillies. Pourquoi? Parce qu'elles sont impropres à la consommation si on les rôtit simplement. Parce que c'est des poules de réforme. On va un peu plus loin. Vous avez le même truc, vous allez changer votre poulet, vous allez prendre des bas morceaux de bœuf avec des légumes qui mettent longtemps à cuire.
Vous le faites dans de l'eau, ça s'appelle du hochepot. Vous remplacez l'eau par de la bière, vous avez des carbonades. On peut dire qu'elles sont flamandes. Vous remplacez la bière par du vin parce que vous êtes plus au sud, vous avez du bœuf bourguignon. Vous descendez encore un peu plus au sud, on est dans des terroirs plus pauvres, il n'y a pas de bœuf, vous avez de l'agneau. Et vous faites du navarin d'agneau. Et ça, je peux vous l'emmener jusqu'en Afrique du Nord. À chaque fois, vous remplacez un ingrédient, et c'est toujours le même plat. La nourriture locale, c'est un truc assez rigolo. C'est plutôt de la nourriture manufacturée. Du chacha, on n'en mange qu'en Belgique. Des chocotoffs, on n'en mange qu'en Belgique. On n'a jamais su exporter le chocotoff. Il fallait exporter les dentistes avec et tout, c'était quand même fort compliqué. Si vous voulez faire une interview avec un politicien et que vous voulez parler, de chocotoff. Le temps qu'il les ait bouffés, faites ce que vous voulez, quoi. Nous sommes persuadés d'être le pays de la bière. Oh, la bière! Vous savez de quand elle date, la recette de l'Orval, qui est quand même la meilleure bière du monde? Là, on est d'accord, c'est indiscutable. Le premier qui n'est pas d'accord, il peut sortir. Il peut rejoindre la dame qui est partie. Ok. L'Orval, c'est une recette qui date d'après la Première Guerre mondiale. L'abbaye d'Orval a été détruite, on a reconstruit. Et l'histoire est magnifique. On a pris un brasseur qui avait été formé par les Anglais et un brasseur qui avait été formé par les Allemands. Et on a assemblé les deux façons de faire de la bière. C'est avec un double houblonnage, à chaud et à froid. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Ça n'a strictement rien de local. C'est un style particulier. Et on a ajouté là-dedans de la Brettanomyces qui permet le vieillissement de la bière à long terme. Les trappistes, quand on parle de trappistes, tout le monde est persuadé que c'est séculaire, voire la plus vieille des brasseries qui fassent de la bière en Belgique, c'est Chimay, ça fait un peu plus de 150 ans. Westvleteren, et la bière mythique, qu'il faut faire la file pour avoir un bac. Je peux vous donner 5 magasins qui en vendent, il ne faut pas faire la file. Vous le payez un peu plus cher, mais vous ne tapez pas au bout du monde. Eh ben, Westvleteren, ils faisaient plus de bière jusque dans les années 80. Ils ont refait de la bière à partir des années 80. Donc vous imaginez tout ce qu'on peut mettre comme cliché autour des produits de chez nous. Dans l'histoire de la bière, on n'est nulle part. Le seul truc qu'on soit parvenu à faire intelligemment avec la bière, c'est escroquer l'UNESCO. On est parvenu à leur faire croire qu'il y avait une culture de la bière en Belgique. Alors que, franchement, la bière la plus vendue en Belgique en canette, c'est la Cara. Culture et Cara. Dans la même phrase. On peut le faire. Et je peux vous le faire comme ça avec plein de trucs. La bouffe locale, c'est un truc très intéressant. Et je commencé à parler de la notion politique de la bouffe tout à l'heure et de ces journaux en France. En France, ils ont créé un truc, il y a un courant, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, pour les plus vieux. Demandez. Cherchez pas. Instagram, c'est le truc où tu montres que tu as des belles lèvres. Voilà. Et parfois, il y a de l'information. Et donc, ça s'appelle le canon français. Alors là, c'est vraiment du franchouillard de base. Ils se retrouvent entre eux, ils mettent un béret. Ils sont obligés. Dès qu'ils sont français, ils doivent mettre un béret. Ils chantent des chansons. Ils vont pas jusqu'à Maréchal, nous voilà. Mais ils sont pas loin. Et ils mangent du cochon entre eux. Mais c'est des banquets où ils mettent 1000 personnes, 2000 personnes. Ou alors c'est tous des fachos, ou alors juste des gens qui mangent et qui ont plaisir à faire la fête. Moi, je suis partisan de croire que c'est juste l'idée de se réunir pour faire la fête. Parce qu'on mange quand même mieux en groupe que tout seul. Manger face à un mur, quand vous allez dans certains cuics ou certains... Enfin, ça s'appelle plus cuic maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous allez dans les trucs, vous bouffez face à un mur. Mais c'est le néant de l'humanité, quoi. Bouffer dans ta bagnole, avec ça. Mais tu peux brûler ta voiture après, quoi. Autant manger une fondue bourguignonne dans ta voiture, ça pue pas plus, quoi. Mais manger, c'est pas forcément être d'extrême droite si on a envie de manger des produits locaux, enfin des produits près de chez soi. J'aime pas la notion locale excluante, j'aime bien la notion locale incluante. Si vous rencontrez le gars ou la nana qui a élevé l'animal, vous allez voir que vous allez avoir une conversation. Vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner le goût du produit. Alors ce fameux goût du produit,
C'est un truc intéressant aussi. Le goût, c'est une notion qui est absolument étonnante, qui ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient dans le goût, c'est le goût technique. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un problème, ça, c'est un truc qui nous appartient. Le goût de bouchon dans le vin, un goût de moisi dans la nourriture, de l'oxydation, etc. Ça, on peut le reconnaître avec un peu d'entraînement, c'est pas compliqué. Mais le goût, le bon goût, c'est toujours le mien. Le mauvais goût, c'est toujours celui de l'autre. C'est bien, hein, façon de s'habiller, regarde comment ils sont habillés, regarde comment ils font. C'est toujours les autres qui ont mauvais goût. Et le goût nourriture, c'est un truc qui est culturel, qui nous dépasse complètement. Ce midi, je mangeais avec une japonaise qui venait de Yokohama, là où on fabrique les pneus. Et donc, elle avait une appétence pour le caoutchouc. Non, c'est pas vrai. Mais elle était vraiment japonaise venant de Yokohama. Et on parlait nourriture, et c'était très drôle parce qu'elle représentait la Wallonie au Japon, donc elle parle parfaitement le français, elle connaît vraiment la Wallonie presque aussi bien que moi, et on parlait bouffe. Et c'était fabuleux parce qu'on n'a pas du tout les mêmes référents, évidemment, puisqu'on n'a pas été éduqués de la même façon, on n'a pas mangé la même chose quand on était petit. Le goût, il est imposé par l'extérieur. Que ce soit chez elle ou chez moi, c'est d'office. Et donc, de nouveau, dans cette notion de liberté et de choix, le goût, il est important. Et c'est une éducation. Mais apprendre simplement le goût d'un poireau, d'une pomme de terre de qualité, ou d'un morceau de viande, ou pas de viande, on n'est pas obligé d'en bouffer, c'est une transmission. Et là, on a complètement merdé. On n'a pas transmis. On a nourri les petits avec des petits pots. Et quand ils n'aiment pas, pour éviter le conflit, on est passé à autre chose. Vous savez qu'il faut faire goûter, alors je pense que c'est un truc, une théorie, il faut faire goûter 7 fois un aliment sous 7 formes différentes pour être certain que la personne qui n'aime pas ne l'aime pas. Donc déjà, il faut connaître cette préparation, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et puis, il faut vouloir le faire. Et donc, on préfère se dire, allez, c'est bon, prends ta tablette, va dormir, on ne va pas se poser de questions avec ton éducation. Et pour moi, mais ça ne n'engage que moi, à partir du moment où on est dans cette notion d'abandon de la transmission, on ne doit pas se mettre à gueuler quand les gens font des choix bizarres au niveau sociétal. On ne doit pas se mettre à gueuler par rapport à la montée des extrémismes, parce que tout ça est lié. Je ne pense pas que le fait de manger soit politique en tant que tel, mais je pense que manger est un acte politique dans le sens où on transmet quelque chose, et la transmission, c'est un acte politique. C'est un acte de transmission de nos valeurs familiales, en tout cas, ou de nos valeurs d'éducation. Je ne suis pas certain d'avoir réussi mon coup. Hein. J'ai une fille qui bouffe n'importe quoi, hein. Autant que moi, alors qu'elle est plus jeune, elle devrait faire un effort. J'arrête pas de lui dire. La notion de la minceur, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, plus t'es pété de thunes, plus t'es maigre, plus t'es bronzé. À condition de partir du blanc. Il y a un siècle d'ici, plus t'étais riche, plus t'étais gras, plus t'étais blanchâtre. Moi, j'ai juste un siècle de décalage. J'aurais bien voulu être riche et j'ai merdé. Mais qu'est-ce qui impose cette notion de la minceur, la bonne santé? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on vit forcément plus vieux? Ça paraît plus long quand on se fait chier en bouffant. Ça, c'est certain. Mais est-ce qu'on est plus heureux? Et est-ce que le facteur bonheur joue dans la longévité? Je n'ai pas les réponses, je ne suis pas scientifique. Mais ça vaut la peine de se poser la question. Regardez la pratique des sports extrêmes aujourd'hui. Quand tu es jeune, cadre, dynamique, entre 30 et 45 ans, ton boulot a tellement pas de sens que tu te sens obligé de te faire souffrir en faisant du trail. Ah, je sens qu'il y en a qui en font, là. Tu peux remplacer le mot trail par tout ce que tu veux. On peut aller jusqu'à paddle, quoique le paddle ne soit pas vraiment un sport. Je dis un orang-outan bien dressé, 3 semaines de travail, peut faire champion du monde de paddle. C'est un truc, il suffit de taper comme un sourd n'importe où, il y en a bien un qui ne rattrapera pas la balle, tu peux gagner ton truc. Mais
En dehors de ça, pourquoi les mecs se sentent obligés de faire du trail pour recevoir un t-shirt pourri à l'arrivée et mettre 4 jours à se remettre des ampoules qu'ils ont aux pieds? Ça va, oh, je suis tellement content d'avoir fait 154 km sur la journée. T'aurais pris ta voiture, ça te prenait 2 heures. T'as quand même pas regardé le paysage, tu t'es fait chier tout du long en te disant il faut que je termine, parce que ta vie a pas de sens. Va cuisiner. Achète des carottes. Je sais pas, moi. Hier soir, je faisais un dîner pour des banquiers. Je collabore au système. Et donc, je faisais un dîner. Et avec mes gars, on était 3. J'ai fait de la biche à la ficelle. Donc, c'est une préparation, je vous passe les détails. On saisit la biche d'abord, donc il faut pour lui faire peur. Une fois qu'elle est bien saisie, on la colore. Et puis, on va la terminer dans un bouillon que l'on fait avec les déchets de la biche, etc., etc. Et j'ai pas fait une assiette Top Chef. J'ai fait une biesse assiette. Avec des légumes de saison, des choux de Bruxelles, avec des carottes des sables, etc. Des trucs qui avaient du goût. En fait, à la fin, ils m'ont appelé en disant quand on a vu le truc arriver, on n'était pas chaud. Parce que notre goût est influencé par la représentation que l'on a dans les médias du goût. Il faut que l'assiette soit belle. Et beau, ça veut dire quoi? Moi, par exemple, je sais. Certains m'envient. Normalement, j'ai pas cette tenue de clown. Hein. C'était un truc, c'est juste pour vous que j'ai mis un costume. Normalement, j'étais en jeans et en pull, mais je me suis dit non, les grandes conférences, il faut que je fasse un effort. Mais donc, la notion de beau, elle est extrêmement subjective. Ils ont vu l'assiette arriver, les mecs, ils ont vraiment eu un truc en disant, oh. Ils ont bouffé et ils étaient contents parce que ça avait du goût. Du goût. Était-ce du bon goût? Je sais pas, mais c'était savoureux. Et c'est très intéressant de nouveau de se poser cette question quand vous voyez le nombre de restaurants qui cartonnent. Alors on ne va pas prendre les sabots d'Hélène parce que là on y va pour d'autres raisons, mais prenons la mairie de Saint-Felien, ici à Liège, je ne sais pas si vous connaissez. La mairie de Saint-Felien, c'est pas un gastro, c'est pas Thomas. Chez Thomas, tu vas manger une fois et puis après tu dis merde, j'ai plus de rein à vendre, qu'est-ce que je vais faire? Et on y mange extrêmement bien. La question ne se pose pas, mais c'est un moment. La mairie de Saint-Felien, tu vas, même sans être bourré, il y a des gens qui chantent le midi. J'en ai vu, j'ai des témoins, j'ai tout. Mais qu'est-ce que t'as bouffé? Des bêtes trucs qui te font plaisir là. Parce que la bouffe, ça doit venir de là, ça ne doit pas venir de là. C'est ça la différence entre la France et la Belgique. C'est pour ça qu'ils ne sont pas foutus de faire de la bière, parce qu'ils la font avec le cerveau, nous on la fait avec les tripes. D'ailleurs, la tripe, c'est une bière belge. Ça doit venir du cœur. Et un truc que je dis tout le temps, c'est que cuisiner, c'est aimer. Si on n'aime pas les gens pour qui on cuisine, quand je fais à bouffer pour des banquiers, vous doutez bien que je n'ai pas une érection. Mais vous pouvez au moins aimer ce que vous faites. Donc de gens qui me disent, alors moi je crois souvent des gens qui me disent, on n'a pas le temps. C'est pas on n'a pas le temps, c'est on ne prend pas le temps. Je pense que ma mère travaillait au moins autant que moi, si pas plus. Enfin non, c'est pas elle qui cuisinait, c'était mon père. Mais je veux dire, les générations qui nous ont précédés, ils bossaient autrement, mais ils bossaient beaucoup. Ils bossaient pas 7h35 par jour, à raison de 4 jours et demi par semaine. Pourtant, ils ont éduqué les familles en leur faisant bouffer. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive plus? Parce qu'on a fait un choix. On a fait le choix de ne pas choisir. On a fait le choix de ne pas décider. On a fait le choix de se laisser nourrir par une entité inconnue qui met ce qu'elle veut dans nos plats. Et on peut se poser la question à long terme par rapport à la santé publique. On parle de pognon, de restreindre les budgets de la santé, etc., les malades de longue durée. Il n'y a aucun gouvernement, aucune autorité n'agit par rapport à la qualité de la nourriture. Il y a très longtemps, une ministre wallonne, qui avait fait une douche magnifique dans son bureau après, avait eu une idée assez géniale. Elle avait lancé un truc qui s'appelait la semaine du goût dans les écoles. Et donc des cuisiniers, des producteurs allaient faire goûter des choses aux enfants. On a arrêté. Parce que l'AFCA trouvait que c'était dangereux. Il n'y a pas eu d'enfants morts, hein.
Personne n'a été intoxiqué en mangeant des carottes et des navets, mais on a arrêté parce qu'il y avait un risque sanitaire. On arrête d'éduquer nos gamins à la bouffe et on accepte de bouffer des trucs où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on a tous des problèmes de cholestérol. On ne se pose quand même pas assez de questions, je trouve. Et la nourriture, pour moi, c'est une notion de civilisation et de culture. Pas la nourriture compliquée. La France est parvenue à faire reconnaître par l'UNESCO, comme nous on a fait la culture de la bière, eux ils ont fait le banquet français. Est-ce que vous savez que la fourchette est arrivée en France grâce à une Italienne, Catherine de Médicis? C'est elle qui a ramené la fourchette. Avant ça, les mecs, ils bouffaient avec un couteau pointu. Turlututu. Jamais avec une fourchette. Le banquet français, il n'y a rien de français là-dedans. Je pense que, en conclusion, parce qu'à un moment, il faut que j'arrête de toute façon, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais moi, je me fais un peu chier, donc puis j'ai faim. Donc, je pense qu'il y a un truc en conclusion, c'est que tant que nous avons la possibilité de choisir, choisissons. Posons un acte ou l'autre. Mais n'acceptons pas l'inéluctable. Le jour où il n'y aura plus de cuisine dans les maisons, parce qu'on aura fait une autre pièce à vivre, on aura tous perdu quelque chose. Bonne fin de soirée.